Alors, le territoire de la confluence Garonne-Ariège, donc c'est une réserve naturelle régionale. C'est un outil qui permet notamment de classer des territoires afin de préserver durablement les milieux naturels et les activités qui sont présentes à l'intérieur. C'est un territoire qui est basé au sud de Toulouse, sur à peu près 600 hectares, 20 km de long et 700 mètres de large. Donc, c'est une réserve naturelle qui est assez étroite et qui a la particularité euh, d'être sur une quarantaine de propriétés, dont l'État, les collectivités et les propriétaires privés. La gestion de cette réserve naturelle a été déléguée par la région à l'association Nature en Occitanie, dont je fais partie, qui du coup a la charge de différentes missions sur cette réserve naturelle. Donc une mission de connaissance à travers des inventaires notamment naturalistes, aussi bien sur les milieux naturels que sur les espèces qui sont présentes. Dans le but, c'est vraiment de mieux connaître ces espaces-là et leur fonctionnement. Une mission de gestion également, pour parfois restaurer certains milieux naturels ou créer de nouveaux aménagements pour assurer la fonctionnalité de cet espace-là, mais également des actions de sensibilisation. L'outil réserve naturelle régionale, ce n'est pas une mise sous cloche de la biodiversité, c'est la préservation de l'environnement, mais associée à des actions de sensibilisation pour montrer que l'homme peut interagir avec la biodiversité de manière respectueuse. Et à partir du moment où on connaît ces espèces-là, on est amené à mieux les respecter. Donc, on mène sur le territoire des actions de sensibilisation, que ce soit à travers des sorties nature, que ce soit à travers des sentiers d'interprétation également, ou des aménagements du type sentier pédagogique. Voilà. Donc, tous les ans, dans le cadre des actions de sensibilisation sur le programme de sortie nature, on organise un programme de rendez-vous nature. On avait un très, très beau programme en 2020 qui a dû, hélas, être amputé pour les raisons que vous connaissez tous. Donc, cette année, on a travaillé sur un nouveau programme et donc ce soir, c'est la première animation qu'on lance ensemble et on croise les doigts pour que toutes les autres puissent se réaliser avec succès. Donc, la réserve a un site internet, donc rnrconfluencegaronneariège.fr, sur lequel vous retrouverez des informations concernant la réserve, mais aussi concernant les différents événements qui vous attendent pour cette année. Donc, pour inaugurer ce cycle d'animation en 2021, on a choisi d'aborder la thématique des zones humides à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides. C'est un événement qui est national, même international, qui permet de faire un focus sur ces milieux qui sont très peu connus et qui sont très fragiles et autour desquels beaucoup d'acteurs du territoire travaillent. Et donc, le thème de cette année, c'est les zones humides et l'eau. Donc, on a choisi d'aborder cette thématique cette année. Pour aborder cette thématique, il faut d'abord comprendre ce que sont les zones humides. Alors, si on demande au commun des mortels ce que sont les zones humides, probablement que la réponse qui sera attendue, la réponse qui sera donnée, c'est un milieu naturel qui est constitué d'eau. Alors, je vais vous montrer quelques images de milieux naturels constitués d'eau. Et généralement, on se pose la question de se demander est-ce que c'est une zone humide ou est-ce que ce n'est pas une zone humide. Quand on voit cette photo qui est un peu idyllique, très jolie, prise sur la réserve Confluence Garonne-Ariège, là, généralement, on ne se pose pas trop la question. On se dit, en effet, il y a de l'eau, c'est assez joli, c'est un milieu naturel préservé, on est sur une zone humide. Si on change de point de vue cette fois, qu'on aborde un autre milieu naturel qui serait plutôt ressemblant à ce qu'on appelle une mare. Ces quatre photos pourraient s'appeler de la même façon, une mare. Or, elles n'ont pas du tout la même typologie, elles n'ont pas du tout la même forme ni la même vocation. Est-ce que là, ce sont toutes des zones humides ou pas? La question se pose. Troisième exemple, on a ici ce qu'on appelle des fossés. Donc voilà, des fossés plus ou moins préservés. Est-ce que parce qu'il y a de l'eau dans un fossé, on appelle ça une zone humide? Une zone humide au bord d'une route. Bon, malencontreusement, quelqu'un s'est intéressé un peu trop près de la faune qui vivait dans ce fossé-là. On peut se poser la question, en effet, de savoir si ces milieux-là sont considérés comme des zones humides. Donc, il y a plusieurs définitions, en fait, de ce qu'est une zone humide à l'échelle internationale, et à l'échelle française également. Ce sont des définitions qui sont parfois un petit peu complexes.
mais qui sont importantes car elles sont liées à des textes de loi, notamment, qui vont permettre une bonne préservation de ces milieux-là en fonction de leurs usages, notamment. Donc, en fonction de si on est sur un aspect plutôt international, comme ce que vous avez en haut à droite, une zone humide peut être tout type de milieu naturel dans lequel il y a de l'eau, qu'il soit douce, de l'eau douce, saumâtre, courante ou pas, inférieure à 6 mètres de profondeur. Si on s'intéresse maintenant aux zones humides telles qu'on les imagine en France, en tout cas dans les textes de loi français, le terme de zone humide, la définition est un petit peu plus restrictive, en tout cas un petit peu plus complète. On aborde notamment la présence de végétation et aussi la qualité du sol qui est présente sur cette zone humide. Voilà, ce qui va permettre notamment de classifier ces zones humides. Donc, on voit qu'en fait, aussi bien en termes que pour un gestionnaire comme pour le grand public, la notion de zone humide, c'est quelque chose qui est assez complexe et la préservation ou la gestion de ces zones humides va être très, très différente en fonction de ce qui en fait l'identité sur le territoire. Donc là, par exemple, je vous ai pris une image qui est tirée du site zonehumide.org qui représente un peu la diversité des zones humides qu'on peut avoir sur le territoire. Et une des définitions qu'on pourrait donner, c'est qu'une zone humide, c'est une interface entre la terre et l'eau, quelle que soit l'eau qui est mentionnée. Donc, on va retrouver des bras morts, on va retrouver des forêts qui sont en bord de rivière, on va retrouver des lacs d'altitude, des prairies humides, des marais. Et sur le contexte de la réserve naturelle Confluence-Garonne-Ariège, on est plutôt sur ce contexte central, avec des rivières qui s'entremêlent, des rivières qui se rejoignent, et des milieux naturels qui sont très dépendants de ces rivières-là, rivières et fleuves, et qui vont donner lieu à des zones humides, donc des interfaces très importantes entre une zone terrestre et une zone aquatique. Donc ce soir, on vous propose à travers les interventions de 3 acteurs de l'environnement de pouvoir mieux comprendre le fonctionnement de ces zones humides, également l'identité de ces zones humides et quelques exemples d'actions qui sont faites en faveur de la restauration ou de la préservation de ces zones humides. Donc ce soir, on va accueillir Hugo Janzi, qui travaille au laboratoire Géode, CNRS Géode, à l'université Jean Jaurès. Donc Hugo, je te laisserai te présenter en début de ta présentation. Oui. Ensuite, nous aurons une présentation de Mathieu Beaujard, qui est chargé de mission au syndicat mixte d'aménagement de la Garonne, autrement dit SMEAG, qui prendra la parole pour nous parler d'une stratégie d'action définie à l'échelle du bassin versant pour la protection des zones humides et autres zones à enjeu. Donc, merci Mathieu d'avoir répondu présent à l'invitation. Et ensuite, on aura une présentation de Geoffrey Grèze, qui est chargé d'études scientifiques et garde sur la RNR Confluence Garonne-Ariège, qui nous fera un retour d'expérience sur l'étude et la restauration des zones inondables sur la RNR. Voilà. Donc, merci à vous 3 pour votre présence et je vais laisser la parole à Hugo qui va nous présenter la dynamique fluviale et les intérêts des zones humides. Merci Mike. Donc c'est bon, la présentation elle est visible? Très bien, merci à toi. Ok, parfait. Donc je m'appelle Hugo Janzi, donc actuellement je suis postdoctorant au laboratoire Géode à l'université Jean Jaurès et je travaille donc actuellement sur la dynamique des plantes invasives donc par télédétection, donc c'est-à-dire par traitement d'image. Donc là ce soir il sera point question de plantes invasives, mais de dynamique fluviale puisque c'est mon principal travail jusqu'à maintenant, puisque j'ai travaillé justement sur la Garonne au travers d'une thèse. Donc là, ce soir, je vais évoquer donc, les principaux éléments de dynamique fluviale ainsi que l'intérêt des zones humides. Donc ça sera une présentation plutôt introductive, voilà, en simulant les principaux concepts. Alors tout d'abord, je vais évoquer donc les principaux éléments de dynamique fluviale. Donc, alors, pour l'approche systémique des cours d'eau, donc elle repose sur 2 concepts principaux donc, qui sont emboîtés dans l'espace.
Donc, à savoir le système fluvial, donc qui va formaliser les interrelations entre le bassin versant et son cours d'eau, et ensuite l'hydrosystème fluvial qui, lui, va formaliser les flux de matière, donc matière et énergie, entre le cours d'eau et la plaine alluviale. Alors, pour ce qui est du système fluvial, c'est un concept qui repose sur une approche longitudinale suivant une organisation amont-aval au sein duquel donc, des flux de matière vont se faire. Donc, le bassin versant, de manière très schématique, il peut être décomposé en 3 parties, 3 zones. Donc, une première zone amont, donc, qui est dite zone de production, où là, ça va être principalement des processus de formation des débits et également des sédiments. Une seconde zone, donc médiane, zone de transfert, dont la fonction va être l'acheminement des sédiments vers l'aval. Et ensuite, une troisième zone, donc située en aval, une zone dite de stockage, qui, elle, va correspondre à la plaine alluviale, où va se faire l'accumulation des sédiments. Ensuite, on a l'hydrosystème fluvial, donc qui, lui, constitue un sous-système du système fluvial et qui repose sur une approche bidirectionnelle des flux au travers d'une vision à 4 dimensions. Donc, une première dimension qui va être longitudinale, donc, et qui correspond au transfert de flux, donc le long du gradient amont-aval. Une dimension transversale et verticale, donc qui va correspondre aux échanges bidirectionnels des flux donc, entre la rivière, la nappe d'accompagnement et la plaine alluviale. Et ensuite, une quatrième dimension, qui est la dimension temporelle et qui va structurer la variabilité hydrologique ainsi que les échanges entre les différents compartiments donc, qui s'opèrent qui s'opèrent dans le temps. Donc, ces deux concepts se distinguent par leur organisation spatiale propre, mais tout en représentant quand même une complémentarité en termes d'échelle. Alors, en effet, si le système fluvial, lui, va plutôt s'attacher à un caractère géomorphologique, donc qui va être centré sur les transferts sédimentaires au sein du bassin versant, l'hydrosystème, lui, va plutôt s'attacher davantage au fonctionnement écologique du système, tout en prenant en compte quand même les processus hydrologiques, mais aussi géomorphologiques. Alors, les processus physiques qui régissent la dynamique fluviale, donc, et dont la morphologie des cours d'eau, ainsi que leur évolution, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, régissent également, alors de manière directe ou indirecte, la dynamique des écosystèmes qui leur sont associés. Donc, au sein de l'hydrosystème fluvial, on va avoir plusieurs écosystèmes, avec notamment donc, le lit mineur, donc, qui va être la partie comprise en eau entre le débit d'étiage et le module, donc le module qui est le débit moyen du cours d'eau. Le lit moyen, donc qui va être la partie en eau pour des débits compris entre le module et le débit à plein bord. Donc débit à plein bord, c'est le débit avant que le cours d'eau déborde. Donc là, c'est une zone qui va être constituée de bancs alluviaux, donc peu pas végétalisés, remaniés et rajeunis de manière assez fréquente par les processus hydrologiques, donc des crues. Et ensuite, le lit majeur, qui lui comprend la partie donc de la plaine alluviale et qui va être mise en eau de manière fréquente, moyenne ou à rare. Et donc, au sein de ce lit majeur, on va également avoir des sous-systèmes donc, qui vont être typiquement tout ce qui est bras morts, marais, prairies humides, forêts alluviales, donc qui constituent des zones humides. Alors, dans des conditions naturelles, donc les cours d'eau tentent à établir une combinaison dynamique stable entre leurs différentes variables qui les constituent. Donc, il y a deux types de variables. Donc, tout d'abord, les variables de contrôle, dont deux sont majeures, à savoir qui régissent essentiellement la dynamique fluviale, à savoir les débits liquides et les débits solides, donc les sédiments. Alors, parmi ces variables, il y a également des variables dites secondaires, donc qui ont un rôle à des degrés divers, donc notamment la pente de la vallée, la granulométrie du fond du lit donc, et des berges, donc qui, elle, va conditionner l'érodabilité, ainsi que la végétation des berges, qui va conditionner leur érodabilité également. Donc la dynamique fluviale, elle peut être présentée là aussi de manière schématique, comme l'oscillation en fait, permanente de l'aiguille d'une balance entre d'une part le débit solide, que vous avez ici sur votre gauche,
et le débit liquide que vous avez ici. Donc la rivière, elle va chercher un équilibre entre le taux de charge alluviale qui va lui être imposé et le débit liquide qui est associé à sa pente, à la pente du cours d'eau, va produire l'énergie qui va être capable d'évacuer cette charge alluviale. Donc en ajustant sa géomorphologie, enfin sa géométrie plutôt, au travers de variables de réponse. Donc les variables de réponse, ça va être donc, les ajustements de la géométrie, donc la pente, la largeur, la profondeur ou encore la sinuosité du cours d'eau, et également des ajustements de la charge solide au travers de processus d'érosion et de dépôt. Donc l'équilibre, en fait, il est défini comme un état de stabilité, donc c'est-à-dire de constance des formes fluviales ou de continuité, donc continuité dans le transit sédimentaire. Alors toutefois, quand on parle d'équilibre, ça ne veut pas dire qu'il y a une absence de modification à des caractéristiques physiques du cours d'eau, mais qu'il y a en fait un ajustement qui va se faire de manière permanente autour de conditions dites moyennes. Alors, des différentes conditions en termes de débit liquide et de débit solide, on va avoir différents styles fluviaux donc, qui se mettent en place en fonction de la réponse. Alors, les principaux styles fluviaux d'équilibre que l'on peut retrouver, il y en a deux principaux donc, qui sont le plus couramment observés, à savoir les cours d'eau que vous avez ici sur la gauche en bas à méandre, donc les styles fluviaux à méandrage, et également que vous avez ici donc les styles fluviaux de type tressage. Ensuite, vous avez d'autres styles fluviaux, donc on va dire secondaires, ou en tout cas qui sont moins fréquemment observés, donc à savoir les styles de type rectiligne, comme vous avez ici, ou encore les styles vagabonds, les styles anastomosés, donc que vous avez ici, ou encore anabranche, etc., etc. Donc des styles fluviaux qui vont correspondre donc à des conditions données en termes de débit et de matériaux. Alors la morphologie d'un cours d'eau, donc soit son style fluvial, peut varier dans le temps et l'espace en fonction des modifications, donc comme on l'a vu, du débit liquide et du débit solide. Alors, il y a plusieurs échelles de temps. Donc, tout d'abord, si les modifications sont de faible ampleur, c'est-à-dire qu'il s'agit de simples oscillations autour de valeurs moyennes, donc le style fluvial, à ce moment-là, l'équilibre va rester sensiblement la même, ou en tout cas sur le court terme. Ensuite, vous avez le cas où on a des changements qui vont être forts à un moment donné, mais relativement peu durables. Et à ce moment-là, le cours d'eau s'orientera donc quelque temps vers un nouveau style fluvial, comme ça, et ensuite reviendra progressivement à son style antérieur. Ensuite, vous avez un autre cas de figure, donc qui va être si les modifications sont durables. Donc là, le style fluvial va changer de manière durable, donc c'est-à-dire qu'il va atteindre un nouvel état autour duquel il fluctuera, et donc avec un changement de style fluvial. Et ensuite, vous avez donc là sur le long terme, donc quand on parle de long terme, ça va être plusieurs siècles, milliers d'années, où les modifications et les changements de style peuvent être assez fréquents, donc en fonction des fluctuations des différents débits solides, débits liquides, ou également des perturbations d'ordre naturel, donc des perturbations majeures, donc par exemple tout ce qui est mouvement tectonique ou encore variation du niveau des mers, mais aussi de l'activité anthropique sur les cours d'eau, donc anthropique, c'est-à-dire humaine. Alors ça, c'est un exemple. L'exemple du Rhin, donc près de Mulhouse, suite à des travaux de régularisation qui ont eu lieu entre les années 1840 et 1870. Donc à gauche, vous avez une carte donc, qui date de 1828 où vous avez le cours d'eau, donc le Rhin, dans des conditions relativement naturelles, on va dire, et qui présente un style fluvial de type anastomose, tressage. Et ensuite, la carte de 1872 qui, elle, vous montre, donc après les travaux, qui est de régularisation du cours d'eau, donc régularisation qui s'est faite pour la navigation notamment, où là, vous avez un style totalement différent, puisque vous n'avez plus qu'un chenal unique, donc complètement rectifié et endigué, avec encore à la marge quelques bras plus ou moins connectés. Et ensuite, au début du 19e siècle, sur la carte de 1925, vous voyez que vous n'avez plus qu'un seul chenal, donc complètement artificialisé, et une absence totale d'annexe fluviale, de bras morts, etc.
Alors, une autre notion importante, ça va être la notion d'espace de mobilité. Alors, les cours d'eau sont des systèmes mobiles dans le temps et l'espace et qui cherchent en permanence donc un équilibre dynamique. Donc, leur ajustement continuel ou variation de flux se traduit par une mobilité latérale et verticale qui va permettre justement d'éviter des dysfonctionnements d'ordre hydraulique ou encore sédimentologique. Donc, de la dynamique spatio-temporelle vient la nécessité de maintenir un espace qui va être dédié au fonctionnement du cours d'eau. Donc, cet espace de mobilité, donc, il correspond à la zone en fait, dans laquelle, donc l'imageur, dans laquelle va pouvoir divaguer le cours d'eau de manière libre. Alors, cet espace garantit donc, sur le long terme le bon fonctionnement de l'hydrosystème, notamment en permettant donc, la dissipation de l'énergie du cours d'eau à travers sa pente, la recharge sédimentaire, donc, au travers de l'érosion de ses berges, la création et la régénération également d'annexes fluviales, encore les échanges entre la nappe et la rivière, ou encore la stabilité du fond du lit, par exemple en prévenant les processus d'incision du fond du lit. On a donc des processus d'érosion, de dépôt, de recoupement, de méandres, qui ont pour effet de créer, détruire, recréer en fait une diversité de milieux qui s'accompagnent d'une richesse écologique, donc en termes que ce soit faunistique ou floristique, avec les successions végétales, etc. Donc, en fait, dans les cours d'eau naturels, dynamique active, le remaniement fréquent des sédiments dans les limineurs est majeur également, ainsi que le renouvellement régulier des végétaux pionniers, ainsi que la variabilité saisonnière du niveau d'eau, de submersion, donc les périodes de basse eau, les périodes de haute eau, les périodes de crue également, qui vont permettre de rajeunir le système, rajeunissent en permanence donc les formes alluviales ainsi que les successions végétales qui s'y développent. Et donc la préservation ou la restauration de cette mobilité des cours d'eau dans l'espace est l'une des conditions qui va permettre, importante, un bon état écologique en fait, de nos cours d'eau et de tout ce qui tourne autour, à savoir les zones humides. Alors ici, vous avez l'exemple. Donc là, c'est un exemple de mobilité de cours d'eau. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du Mississippi. Donc, vous pouvez voir le tracé en blanc ici, c'est le tracé dans les années 40, 1940, et les tracés donc au fil des derniers siècles sont représentés de différentes couleurs. Donc là, vous pouvez constater sur cette carte qui a été réalisée par le service d'ingénierie de l'armée américaine, donc la forte mobilité du cours d'eau au fil des siècles. Alors maintenant, j'en viens au rôle et à l'intérêt des zones humides. Alors, donc Michael en a touché un mot sur qu'est-ce qu'une zone humide, donc en donnant une définition qui était celle notamment du Code de l'environnement. Donc bon, je vais la redire, mais en fait les zones humides, donc d'après le Code de l'environnement, sont des terrains donc exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, saumâtre, salée, de façon permanente ou temporaire, et dont la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l'année. Donc, effectivement, l'eau est une composante majeure dans la définition des zones humides. Alors, les zones humides, elles sont catégorisées en 3 grandes familles, si je puis dire. Donc, on a tout ce qui est les zones humides marines. On a ensuite les zones humides continentales, donc ce qui va notamment nous intéresser ce soir au travers de la Garonne, et également tout ce qui est zone humide dite artificielle. Alors, donc ça, une image que vous avez déjà vue lors de la première présentation, à savoir la diversité que l'on peut observer des différentes zones humides le long d'un cours d'eau. Donc notamment en ce qui nous concerne, donc tout ce qui est bras morts, tout ce qui va être forêt alluviale également, les marais, les prairies humides. Alors, les zones humides, donc, elles remplissent des fonctions et, donc, d'ordre écologique importantes et elles présentent également des réservoirs de biodiversité ainsi que des lieux de production de matière. Et donc, de cette manière, ces milieux, au travers de leurs fonctions, rendent des services multiples en fait, pour l'homme. Alors, les fonctions des zones humides, donc là aussi, elles sont catégorisées en 3 types. Donc, les fonctions d'ordre hydrologique et hydraulique, donc à savoir par exemple tout ce qui est
va permettre la rétention des eaux de surface, le soutien à l'étiage, l'écrêtement des crues encore. Il y a ensuite les fonctions d'ordre physique et biogéochimique, donc avec par exemple tout ce qui est la dégradation des nutriments, le rôle auto-épurateur, ou encore la filtration et la décantation des eaux. Et ensuite, une fonction d'ordre biologique, écologique, avec par exemple les zones humides qui vont servir de lieu de nidification hein, pour les oiseaux, ou encore de corridors écologiques où on va pouvoir y trouver tout un tas d'espèces, hein, que ce soit faunistiques ou floristiques. Donc, selon l'état de bon fonctionnement de la zone humide, ben, on aura des fonctions qui pourront être plus ou moins altérées. Et donc, de ces fonctions découlent différents services, hein. Donc des services qui sont des avantages hein, que peut retirer l'homme de manière directe hein, ou indirecte, hein, donc fournis par les zones humides au travers de nos fonctions. Donc là aussi, elles sont globalement de 3 types. Donc à savoir, je me suis trompé, je n'ai pas mis à jour. Donc à savoir les services de régulation, donc qui sont les conséquences des fonctions des zones humides, donc par la régulation des systèmes naturels, donc par exemple tout ce qui est régulation du climat, tout ce qui est régulation des débits, ou encore la production d'énergie et autres. Les services d'approvisionnement, donc qui vont être les services de production de biens utilisés par les activités humaines, donc tout ce qui va être alimentation, l'eau douce, tout ce qui va être le bois, les fibres, etc. Et les services d'ordre culturel, donc là, ça va être des bénéfices non marchands, hein, tels que tout ce qui est services éducatifs, pédagogiques, récréatifs, ou encore d'ordre patrimonial. Alors ici, sur ce schéma, vous avez quelques exemples de services écosystémiques, hein, puisque les services rendus par les zones humides, c'est ce qu'on appelle des services écosystémiques. Alors ici, quelques exemples. Hein, par exemple, tout ce qui est forêt humide, hein, forêt alluviale. Donc d'une part, pour ce qui est d'ordre culturel, ça a une valeur esthétique, une valeur patrimoniale. Mais ensuite, pour tout ce qui est régulation du climat, la régulation des inondations et des crues, hein, puisque ça va être des zones humides qui vont permettre d'absorber l'eau. Hein. Ça, j'y reviendrai après, pour tout ce qui est pour la gestion des crues, enfin, l'intérêt des zones humides pour les crues. Également, tout ce qui est, par exemple, les peupleraies, hein, qu'on peut voir assez fréquemment. Donc, eux qui vont permettre des apports de matériaux bruts hein, et de fibres, mais également la régulation du climat, ou encore tout ce qui est roselière, marais, pour tout ce qui est filtration de l'eau, hein, avec la dégradation des nutriments, mais qui vont aussi être des réservoirs de biodiversité pour tout un tas d'animaux, par exemple, notamment tout ce qui est batracien, par exemple. Alors, l'intérêt des zones humides, donc, dans la gestion des crues. Alors, les zones humides, donc, elles contribuent au stockage et déstockage d'importantes quantités d'eau, hein, que ce soit par ruissellement ou l'ordre d'événements météorologiques, donc en surface, hein, au travers de dépressions, et également dans le sol, donc qui va permettre une régulation des phénomènes hydrologiques dans le bassin versant. Donc, en raison de cette capacité de rétention des eaux, les zones humides vont permettre d'atténuer les crues par un effet de laminage hein, ou d'étalement, c'est-à-dire en répartissant en fait, le volume de la crue dans le temps. Alors, c'est ce que montre ce schéma. Donc ici, vous avez un cas, donc on va dire le 1, qui est le cas dans un bassin versant qui n'aurait pas ou très peu de zones humides. Donc là, on peut voir que vous avez un pic de crue qui se fait, une montée de crue qui se fait assez rapidement avec un pic de crue important. Et dans un autre cas, un bassin versant avec des zones humides donc, présentes. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est d'une part le rôle des zones humides qui va permettre une atténuation du pic de crue, mais également un décalage de crue, c'est-à-dire de répartir la crue dans le temps avec un stockage puis un déstockage qui se fera de manière progressive. Donc, pour une superficie, par exemple, de 5% d'un bassin versant en zone humide, on peut réduire d'environ une soixantaine, 2%, un pic de crue. Un autre exemple également, c'est toujours sur le Mississippi. Avant 1700, les zones humides permettaient un stockage équivalent à environ une soixantaine de jours de débit. Fin du XXe siècle, ce stockage n'est plus que d'environ 12 jours de débit, hein, soit 5 fois moins. Et ça pour la simple et bonne raison qu'il y a eu une forte réduction des zones humides ainsi qu'un assèchement de la plaine alluviale. Alors par exemple, pour l'ensemble des États-Unis, depuis 1700, c'est à peu près un petit peu plus de 50% des zones humides qui ont disparu.
Donc, ça, c'est l'un des rôles, puisque après, Geoffrey y reviendra plus longuement au sein de la réserve naturelle, mais l'intérêt des zones humides pour la gestion des crues. Donc, je finirai sur cette photographie donc, qui est le seuil rocheux de Grenade, donc, sur la Garonne, à hauteur de Grenade-sur-Garonne, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, lieu sur lequel j'ai travaillé. En vous remerciant. Merci beaucoup, Hugo, pour cette présentation et cette belle photo finale. Alors, il y a quelques questions qui ont été posées. Certaines sans doute pour lesquelles tu pourras répondre, d'autres peut-être que Mathieu ou Geoffrey pourront répondre suite à leur présentation. La première question qui était quelle est la part des cours d'eau artificialisés en France? Ça doit être énorme, entre parenthèses. Alors là, je n'aurais pas un chiffre à avancer, mais effectivement, artificialisés ou en tout cas sur lesquels l'homme, de par ses activités, les ont fortement impactés, ça oui, il y en a énormément. Après, je ne pourrais pas donner de chiffre, une proportion, ça je ne saurais pas. Mais il y en a énormément, oui, qui ont été impactés par l'homme. On a une deuxième question qui était la différence entre hydrologique et hydraulique. Alors, hydraulique, donc l'hydrologie, ça va être par exemple tout ce qui est le cycle de l'eau, tout ce qui va être précipitation, les débits plutôt, les débits, etc. Tandis que l'hydraulique, ça va être plutôt les compétences en fait du cours d'eau à pouvoir, comment dire, à pouvoir transporter les sédiments, donc l'hydraulicité, l'activité en fait du cours d'eau en termes de débit, débit morphogène, c'est-à-dire de morphogène, c'est-à-dire dans le sens où il va pouvoir remodeler en fait son chenal hein, au travers de l'érosion, le processus de dépôt, etc., en rajeunissement des formes, etc. Ok, merci. Et une troisième question peut-être qui concernera vous trois. Comment faire classer et protéger une zone humide dans une commune? Par exemple, une mare forestière a priori dans la vallée de l'Hers. Je veux bien la parole du coup. Donc Mathieu Beaujard, donc, je vais faire la présentation en suivant sur la mise en œuvre du stage, hein, je vous expliquerai tout ça. Sur la classification des zones humides, globalement, c'est des inventaires qui sont réalisés, des portées à connaissance qui sont réalisées par les collectivités. Donc, par exemple, en Haute-Garonne, c'est le conseil départemental de la Haute-Garonne qui a fait des inventaires zones humides dans le cadre d'études avec des spécialistes, avec des bureaux d'études ou des associations environnementales pour référencer les zones humides. Qui après contribue à l'alimentation d'une base zone humide de l'Agence de l'eau à Haute-Garonne, etc. Après, c'est des portées à connaissance. Pour avoir une zone humide réglementaire, ça se fait plutôt dans le cadre des études réglementaires, dans les dossiers dits notamment loi sur l'eau, dans le cadre de la nomenclature loi sur l'eau, qui permet dans le cadre des études, de certifier la présence d'une zone humide, notamment pour éviter qu'elle soit détruite. Voilà, après, je ne vais pas aller plus loin dans le détail. Ok, merci Mathieu. Du coup, je propose de te laisser la parole pour laisser place à ta présentation. Parfait. Je vais essayer de partager mon écran du coup. C'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne toujours? Oui. Parfait. Alors, bonjour à tous. Mathieu Beaujard. Donc, je suis chargé de mission donc au SMEAG, qui est le syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion des eaux, et qui a pour mission la mise en œuvre du SAGE Vallée de la Garonne. Donc, l'idée, c'est que je vais vous présenter un peu qu'est-ce qu'un SAGE. C'est vrai que ce n'est pas connu du grand public. À quoi ça sert un SAGE et par la suite, vous montrer un peu ce que l'on fait pour la préservation et la valorisation des zones humides. Alors, le SAGE Vallée de la Garonne, qu'est-ce qu'un SAGE? Donc, le SAGE, c'est un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. C'est un outil de planification qui est mis en place à une échelle cohérente, sur un territoire cohérent donc, permettant une gestion efficace des eaux. Il a plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'est de retrouver le bon état des eaux et des milieux aquatiques. Donc ça, c'est issu aussi de la réglementation européenne, la directive cadre sur l'eau, qui impose à chaque pays de l'Europe
d'atteindre le bon état des eaux sur l'ensemble du territoire, enfin, des objectifs d'atteindre du bon état. C'est aussi l'objectif du SAGE de concilier la satisfaction et le développement des différents usages. Donc, il y a plusieurs usages, notamment l'eau potable, l'industrie ou l'agriculture, et tout en protégeant également donc, les milieux aquatiques et les zones humides dont on parle aujourd'hui. Donc, ce SAGE, schéma d'aménagement de gestion des eaux, est piloté par la commission locale de l'eau, qu'on appelle communément la CLE, qui est en fait un parlement local de l'eau qui regroupe les collectivités, les usagers, par exemple les agriculteurs ou les associations environnementales, voilà, vraiment beaucoup de monde autour de la table, et également les administrations, que ce soit l'agence de l'eau ou les services de l'État, par exemple. Donc le SAGE est constitué de 3 documents principaux. Alors, le PAGD, c'est le plan d'aménagement de gestion durable. Il est constitué de 5 objectifs généraux qui est décliné après en sous-objectifs visant à répondre aux enjeux identifiés pour la vallée de la Garonne. Après, je vais vous présenter le périmètre d'action du SAGE. Il est composé également d'un règlement, et on va dire sa plus-value juridique la plus forte. Il est constitué de 2 règles, dont une règle qui a pour objectif de préserver justement les zones humides, que je vais vous présenter par la suite, et une autre règle qui vise aussi à limiter les impacts des eaux de ruissellement dans le cadre des dossiers d'aménagement. Et enfin, un rapport environnemental qui est une petite synthèse non technique de l'évaluation environnementale du SAGE. Donc, le SAGE Vallée-la-Garonne a été identifié sur le bassin Adour-Garonne comme un SAGE prioritaire. Il a fait l'objet d'une large concertation depuis 2007. Il est rentré en phase d'élaboration en 2010 jusqu'en 2019. C'est conclu avec une enquête publique pour au final être approuvé le 21 juillet 2020 dernier. Voilà, donc c'est très récent, c'est-à-dire que le SAGE a été approuvé après plus de 10 ans de travail en juillet dernier. Et donc, on est rentré dans la phase de mise en œuvre. Donc, le SAGE est porté par sa structure porteuse, qui est donc le SMEAG, un syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne, qui travaille sur différentes thématiques à l'échelle du fleuve. Voilà. Donc, sur différentes thématiques, que ce soit par exemple le soutien d'étiage, l'animation aussi Natura 2000 sur la Garonne en Aquitaine et en Occitanie. Concernant les caractéristiques de ce périmètre, donc là, vous avez une carte du périmètre du SAGE. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'en bas, vous avez, je ne sais pas si vous voyez la souris. Si vous la voyez, vous avez les Pyrénées donc, au sud, et ça va des Pyrénées jusqu'à l'agglomération de Bordeaux, donc pas très loin de l'estuaire de la Garonne. Ça s'arrête sur la commune de Villeneuve-d'Ornon, sur l'agglomération de bordelaise. Donc, il s'étend sur 442 km, donc c'est l'un des plus grands SAGE de France. 8200 km², plus de 1,5 million d'habitants concernés par ce périmètre. Il est bien sûr sur 2 régions, région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et sur 7 départements, dont les principaux, la Haute-Garonne pour l'amont, ensuite le Tarn-et-Garonne, ensuite le Lot-et-Garonne, et enfin la Gironde pour l'aval. Il y a 813 communes qui sont concernées par ce périmètre. Et la caractéristique de ce SAGE, c'est que c'est un SAGE corridor qui est cohérent du point de vue hydrographique et hydrologique. Mais voilà, c'est une des difficultés de ce SAGE, effectivement, dans le cadre de sa élaboration et de sa mise en œuvre, c'est que c'est un SAGE très important qui regroupe de nombreux acteurs sur l'ensemble du territoire et ce qui demande une organisation particulière. C'est pour ça qu'on a divisé le périmètre du SAGE en 6 commissions géographiques. Donc, vous voyez les différentes couleurs. Donc, vous avez en Bordeaux, en violet, la commission de la Garonne montagnarde, donc notamment avec la partie pyrénéenne. Ensuite, vous avez la Garonne de Piémont qui comprend, qui va jusqu'à Toulouse. Ensuite, la Garonne débordante, qui est d'ailleurs le secteur plutôt dans le Tarn-et-Garonne, qui est le secteur qui a le plus d'annexes hydrauliques et de zones humides. Vous avez ensuite la Garonne à Genèse, autour d'Agen, la Garonne marmandaise, autour de Marmande, et enfin la Garonne girondine, tout à l'aval, qui est la 6e commission géographique. Donc, l'idée de cette territorialisation, c'est qu'on puisse, nous, dans le cadre du SAGE, animer de manière locale, sur des secteurs géographiques cohérents, des réunions avec les acteurs et mettre en place des actions territorialisées du SAGE. Parce il y a tellement un périmètre important qu'on ne peut pas mobiliser en même temps tous les acteurs de ce périmètre sur la même thématique au même moment. Donc, le PAGD, comme je disais tout à l'heure, c'est 5 objectifs généraux. Donc, en fait, le SAGE, c'est assez transversal, hein, c'est multithématique. Ça concerne donc restaurer les milieux aquatiques et lutter contre les pressions anthropiques,
contribuer aussi à la résorption des déficits quantitatifs, intégrer la politique de l'eau dans la politique d'aménagement, notamment au travers des documents d'urbanisme, communiquer et sensibiliser pour créer une identité Garonne, et enfin, un dernier objectif, c'est créer les conditions structurelles de la mise en œuvre performante du SAGE à l'échelle de la vallée de la Garonne. Et bien sûr, les fameuses deux règles que je vous ai énoncées, la règle sur les zones humides et le ruissellement, pour limiter le ruissellement partant de pluie. Donc maintenant, je rentre, après ces généralités sur le SAGE Vallée de la Garonne, je rentre sur la thématique zone humide. Donc c'est une thématique qui a été définie par la CLE, la Commission locale de l'eau, comme prioritaire, parce que c'est ce qu'on constate, et notamment avec la présentation d'Hugo avant, c'est que les zones humides rendent de nombreux services et touchent de nombreux compartiments de la biodiversité, à la morphologie du cours d'eau, et donc sont primordiales pour l'atteinte des objectifs du SAGE, qui est au final l'atteinte du bon état des masses d'eau. Donc ça a un impact sur la qualité de l'eau, sur les inondations avec leur rôle d'éponge, sur le changement climatique, et effectivement également sur la biodiversité. Donc des travaux ont été menés depuis 2013 dans le cadre de l'élaboration du SAGE sur l'amélioration de la connaissance afin d'avoir une base de données zones humides homogène à l'échelle du SAGE. Donc globalement à l'échelle du SAGE, on a de référencer, alors je ne vais pas dire actuellement, mais au moment de l'enquête publique, on avait 4261 zones humides qui étaient référencées à l'échelle du SAGE, qui représentent un peu moins de 10 000 hectares de zones humides. Et donc ça représente, j'ai envie de dire, seulement 1,2% du territoire. On est bien loin de l'exemple qui a été montré par Hugo avec 5% du bassin versant. C'est bien regrettable, mais effectivement, les zones humides ont fortement régressé ces dernières décennies. Et donc, voilà, les différentes typologies au niveau des zones humides, on constate avec ce diagramme que ce sont tout ce qui est ripiscible, donc j'y reviendrai tout à l'heure, c'est les forêts alluviales et les forêts alluviales qui représentent 46% des typologies de zones humides de la vallée de la Garonne. Ensuite viennent les prairies humides avec 27%. Et ensuite, on a différentes typologies. Il y a 10% qui sont non déterminées pour l'instant. On a des roselières, 4%, on a de la végétation aquatique, 4%, des landes humides, 3%, etc. Donc, on a vraiment une grande diversité de typologies de zones humides sur la vallée de la Garonne. Donc, j'y reviendrai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les typologies sont différentes en fonction de là où on se situe sur la commission géographique. Donc, par exemple, sur la Garonne montagnarde, qui est la commission géographique 1 en bas, on va par exemple trouver des tourbières qu'on ne trouve pas ailleurs. On a aussi pas mal de peupleraies qui constituent des zones humides sur la partie du Lot-et-Garonne avec les commissions géographiques de la Garonne agenèse et la Garonne marmandaise. Et par exemple, à Laval, on va en revanche trouver des landes humides qui sont caractéristiques de ce secteur-là. Quelques zooms sur des typologies de zones humides présentes donc, sur le SAGE. Donc les tourbières. Donc, on l'a vu avant que les tourbières étaient présentes principalement sur la commission géographique 1, qui est donc la Garonne montagnarde. Donc, ça représente 5% des zones humides de cette commission géographique. Donc, ces zones humides ont été constituées à partir de l'accumulation de tourbes avec des sols riches en matière organique végétale, ce qui permet un stockage important de carbone. Donc, ça joue un rôle important dans le règlement, pour lutter contre le réchauffement climatique notamment. Les sphènes qui constituent ces tourbières peuvent retenir une quantité d'eau très importante. Elles peuvent retenir jusqu'à 30 fois leur poids, ce qui permet, comme le disait tout à l'heure Hugo, d'avoir un rôle d'éponge pour stocker l'eau en période hivernale et la restituer progressivement en période d'étiage lorsque les débits des cours d'eau sont faibles, et permettre notamment les usages que l'on fait de l'eau estivale. Et bien sûr, c'est aussi des milieux riches en biodiversité avec des espèces typiques. Donc là, je vous ai mis une photo de Drosera, qui est la Drosera à grande feuille. Voilà. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont été faites sur l'évaluation économique des services rendus par les zones humides. Et donc, dans l'une des études, il a été montré qu'au niveau des tourbières, il y avait un service économique qui est évalué de 6 600 € à 22 800 € par hectare et par an pour le soutien des débits et la régulation du climat et l'agriculture. Voilà. Donc ça montre que les zones humides, effectivement, il faut les préserver parce que c'est patrimonial, parce qu'il y a de la biodiversité, mais en plus, elles nous rendent ces fameux services à nous, hein, les hommes, des services entre guillemets gratuits ou qui
coûte pas cher en dehors de préserver ces milieux-là. Les ripisylves et les boisements alluviaux, alors ça c'est la typologie qui est dominante à l'échelle du Sage. 46% des zones humides du Sage sont donc, soit de la ripisylve ou des boisements alluviaux. Donc la ripisylve, c'est vraiment la végétation rivulaire qui est en bord des cours d'eau. Voilà, qui ont plusieurs rôles, hein, notamment le rôle de stabilisation des berges, permettent de filtrer l'eau. Voilà, comme le disait tout à l'heure Hugo, c'est l'interface entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Ça permet aussi de faire de l'ombrage pour éviter l'été, par exemple, que l'eau se réchauffe de trop. Ça fait bien sûr des habitats pour différentes espèces animales, notamment les oiseaux. Et c'est également un corridor de déplacement pour de nombreuses espèces, comme par exemple la loutre d'Europe, qui est présente un peu partout sur le Sage Vallée de la Garonne, et qui utilise donc cette trame. Alors on l'appelle la trame ripisylve, on peut l'appeler la trame turquoise, c'est entre trame verte et la trame bleue, qui permet justement à différentes espèces de se déplacer. Donc il y a la loutre, mais il y a également par exemple les chiroptères qui utilisent les ripisylves pour se développer d'un territoire à un autre. Les chauves-souris, pardon. Une autre typologie, c'est les bocages humides qui sont présents plutôt sur la commission géographe 6, qui est la Garonne girondine. Donc voilà, ce sont des prairies humides qui sont entourées de haies avec un réseau hydraulique important, donc constitué de cours d'eau ou de fossés. Et voilà, elles ont un rôle important en termes de biodiversité, c'est sûr, avec des espèces particulières, patrimoniales. Mais également, ce sont des zones importantes pour l'expansion des crues, notamment sur le secteur de la Garonne girondine, puisqu'on est situé en amont de l'agglomération de Bordeaux. De plus, ça permet aussi d'avoir une activité économique liée à l'élevage. Voilà, c'est un secteur où l'élevage est encore présent au bord de Garonne. L'évaluation économique, ça c'est pour tout type de zone humide. Un chiffre qui est sorti de 15 études françaises. Pour le service inondation, donc pour de lutte contre l'inondation, les services rendus sont estimés entre 37 et 617 € par hectare et par an, donc sur 15 études françaises. Voilà, c'est pour montrer un peu des chiffres d'évaluation économique qui, mis bout à bout pour chaque zone humide, pour chaque service, peut vraiment atteindre des montants importants. Voilà pour les zones humides du Sage. Les leviers d'action, maintenant on rentre dans la dernière partie de la présentation. Quels sont les leviers d'action du Sage, Vallée de la Garonne? Donc, dans le cadre du Sage, on a mis en place 8 dispositions, et donc une règle zone humide. 8 dispositions, donc 8 leviers d'action qui sont répartis en 3 objectifs généraux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a des dispositions de gestion, notamment l'action que je vais vous présenter ensuite, qui est la définition de priorités d'animation et de gestion des zones humides à l'échelle des commissions géographiques. On a aussi 3 dispositions réglementaires, notamment une sur l'intégration des enjeux zones humides dans les documents d'urbanisme. C'est un levier important, c'est-à-dire que sur le périmètre du Sage, il y a de nombreux documents d'urbanisme, on appelle des SCOT, schémas de cohérence territoriale, ou des PLUI, plans local d'urbanisme, qui ont pour objectif d'organiser le territoire et qui ont des zonages particuliers. Et l'idée, c'est que les zones humides soient bien intégrées dans ces zonages pour pas qu'il y ait d'impact lié à l'aménagement du territoire. Donc là, le Sage en fait, impose une compatibilité aux documents d'urbanisme dans le cadre de leur création des documents d'urbanisme ou dans le cadre de leur révision. C'est une plus-value intéressante du Sage. Et enfin, il y a 2 dispositions aussi sur la communication. L'idée, bien sûr, c'est mieux connaître les zones humides pour mieux les protéger. Donc là, on va le voir aussi par la suite, on fait des documents de communication. Et il y a une disposition intéressante, justement, qui est en lien avec l'analyse économique des services rendus par les zones humides. Donc, il y a la disposition 4.8 qui permet, en fait, l'objectif, ça va être d'évaluer sur 2-3 sites pilotes choisis sur le Sage, de manière économique, d'évaluer les services rendus par telle et telle zone humide. La règle zone humide, c'est le levier majeur de protection des zones humides à la vallée de la Garonne. Donc, le règlement s'impose à tous, que ce soit à l'administration ou à tout à chacun. En fait, cette règle, elle a pour objectif d'interdire certains projets qui pourraient mettre en péril les zones humides identifiées dans le cadre du Sage. Donc, le périmètre est arrêté. C'est les fameuses presque 10 000 hectares de zones humides qui ont été référencées dans le cadre du Sage. Et en fait, la destruction de ces zones humides est interdite dans le cadre de certains projets soumis donc, loi sur l'eau, notamment. Voilà, donc l'idée, c'est que les zones humides qui sont référencées dans le cadre du Sage sont protégées via la mise en œuvre de cette règle.
Il y a bien sûr un cadre dérogatoire qui permet quand même pour certaines actions de se faire, notamment pour tout ce qui est d'intérêt général. Pardon. Tout ce qui est d'intérêt général, tout ce qui est des aménagements qui visent la protection contre les inondations, par exemple, ou autres types d'actions comme sur l'eau potable ou l'assainissement. Dans ce cas-là, il peut y avoir des dérogations qui permettent localement la destruction de zones humides. Et dans ce cas-là, on rentre dans un système de compensation, donc en incitant la compensation sur le bassin versant impacté par le projet. Et à défaut, si ce n'est pas possible de compenser sur le bassin versant, la règle demande une compensation à hauteur de 150% de la surface qui a été impactée par le projet. Voilà, donc ça, c'est vraiment une plus-value forte de la mise en œuvre du SAGE, c'est l'application de cette règle. Donc les autres volets des leviers d'action du SAGE, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, c'était la communication. Donc on a fait déjà plusieurs éléments de communication. Une plaquette informative en 2017 de 4 pages pour informer que des zones humides existent sur la vallée de la Garonne et qu'il faut les protéger et les intégrer notamment dans les documents d'urbanisme. On a réalisé en 2019 un guide zone humide basé sur les retours d'expérience qui en fait présente à la base présentait 12 retours d'expérience concrets qui ont été faits sur la vallée de la Garonne, donc sur différentes typologies de zones humides. Ça pouvait être des prairies, ça pouvait être la restauration même d'une gravière, voilà, différents types de milieux, des bras morts, etc. On organise aussi ou co-anime des journées techniques avec les partenaires du territoire. Et enfin, on participe à des animations, comme aujourd'hui d'ailleurs, mais comme chaque année, on participe à des organisations dans le cadre des Journées mondiales zones humides. Et donc là, on a une photo notamment de la journée que j'avais fait avec Michael en 2020 sur la réserve, à Clermont-le-Fort. Autre levier d'action, c'est l'étude d'amélioration de la connaissance. L'idée, c'est de continuer à améliorer la connaissance des zones humides à l'échelle du SAGE et de capitaliser ces nouvelles données, donc issues des études soit portées par le SAGE, mais également de d'autres études portées par les acteurs locaux, notamment dans le cadre des plans, des programmes d'action, on appelle ça les PPG au niveau des rivières et des bassins versants. On travaille depuis plus d'1 an maintenant sur la définition justement des priorités d'animation et de gestion des zones humides, qui correspond à la disposition 1.14 du SAGE. Donc l'idée, c'est de définir dans ce cadre de cette étude une stratégie zone humide à l'échelle des commissions géographiques, donc des 6 commissions géographiques, en mettant en avant, en concertant avec les acteurs locaux. Donc là, on a une photo d'un comité technique qui a été réalisé dans le cadre de la commission géographique de la Garonne à Genèse, et donc pour lequel le travail a été terminé récemment, début février. Et donc je vais vous présenter rapidement le cadre global de la méthode qui a été utilisée. On a utilisé des différents critères pour définir ces priorités d'animation et de gestion. On a pris les critères, 7 critères hauts, donc notamment sur la qualité, la quantité au niveau des inondations par exemple, ou les critères zones humides avec la densité des zones humides et leur connectivité au cours d'eau. On a également pris 7 critères d'enjeu biodiversité, notamment la présence d'espèces patrimoniales typiques des zones humides, également la présence des trames vertes et bleues sur le territoire, etc. Et également, on a pris en compte les critères pression, donc 7 critères pression, notamment l'altération hydromorphologique des cours d'eau, la densité de population, voilà, j'en passe, l'artificialisation des sols. Et en fait, on a croisé un peu tout ça pour définir à la fois un niveau d'enjeu fort, faible, moyen, un niveau de pression qui est fort, faible ou moyen. Et après, en croisant, ça nous a permis de nous donner des priorités. Donc, on a défini les priorités comme priorité A, priorité B et priorité C. Donc, voilà, donc les priorités A sont les priorités les plus importantes. Et ce qui, au final, nous a donné, donc, à l'échelle de la commission géographique numéro 4, donc, qui est la Garonne à Genèse, ce résultat. Donc, en fait, on a priorisé à l'échelle des bassins versants. Donc, la commission géographique numéro 4 de la Garonne à Genèse est concernée par 39 bassins versants. Et donc, avec cette méthode qui a été concertée, qui a duré plus d'1 an et demi de concertation avec les acteurs locaux, on aboutit donc à 16 bassins versants qui ont été classés comme prioritaires, 12 en priorité moyenne et 11 en priorité faible. Alors, l'idée, c'est de bien avoir un cadre stratégique zone humide à l'échelle des commissions géographiques. Mais s'il y a des zones humides qui sont situées sur les bassins versants classés C,
Voilà, l'idée, c'est de dire que toutes les zones humides sont importantes et qu'il faut tous les protéger et les restaurer. Mais si on doit mettre le paquet en termes d'animation ou d'action, pour répondre aux enjeux du SAGE, il faut en priorité intervenir sur les bassins classés en priorité A. L'idée de cette étude qui va être en fait déployée sur l'ensemble des commissions géographiques du SAGE, c'est que les résultats, ça va nous permettre de mettre en place d'autres dispositions du SAGE, en lien aussi avec la maîtrise foncière, qui est un levier important pour la maîtrise, pour la restauration et la préservation des zones humides, et également la politique Natura 2000, portée par le SMEAC sur l'ensemble de la Garonne, qui est fortement liée aux zones humides. Excusez-moi, je suis un peu malade. La prise en main, donc l'idée, c'est que ces résultats soient bien pris en main par les collectivités locales. Il s'agit bien d'une stratégie zone humide à une échelle assez macro et que les collectivités locales reprennent ces données-là pour aller plus loin, pour impulser des actions concrètes sur les zones humides, notamment au travers des plans de gestion, qu'on appelle les PPG, les plans de gestion au niveau des rivières et des bassins versants, pour une échelle plus opérationnelle. Donc l'idée, c'est un premier travail de stratégie zone humide à une échelle assez importante. Et l'idée, c'est que les acteurs locaux, notamment les collectivités en charge de la gestion des rivières et des bassins versants, puissent aller plus loin et définir des programmes d'action sur notamment les bassins versants qui ont été définis comme prioritaires. C'est important aussi, comme on l'a vu pour les documents d'urbanisme, on peut essayer d'inciter les porteurs de projets à réaliser des inventaires complémentaires sur notamment les bassins versants qui ont été définis comme prioritaires par le SAGE. Et enfin, ça peut être aussi pris en compte par les services instructeurs au niveau des dossiers réglementaires pour être potentiellement plus vigilants ou être plus précis dans les prescriptions qui seront données dans les différents dossiers d'autorisation ou de déclaration. Voilà, d'être plus vigilant sur les bassins versants qui ont été définis comme prioritaires. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation du SAGE et la stratégie zone humide. Et excusez-moi, j'étais un peu malade. Un peu de malade. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Donc, il y a pas mal de questions. J'espère, je ne sais pas si on va pouvoir toutes les faire, mais on va en tout cas les poser la plupart. La première question, c'est les zones humides recensées dans le cadre des DLE sont-elles ajoutées dans la base de données? DLE, c'est dossier loi sur l'eau. Oui, dossier loi sur l'eau. Oui, c'est une très bonne question. On est en cours de discussion avec les services de l'État, justement, pour qu'on puisse faire remonter ces données issues des dossiers réglementaires. En général, quand on fait un dossier réglementaire, quand il y a un porteur de projet qui fait un dossier réglementaire pour faire un projet, il doit faire une étude complémentaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a des zones humides qui peuvent être identifiées. Donc, la question se pose pour justement, jusque-là, ces zones humides n'étaient pas forcément capitalisées dans la base zone humide du SAGE et plus globalement de la base zone humide de l'Agence de l'eau. Donc, l'idée, c'est de travailler maintenant avec les différentes DDT. On a commencé à discuter de cela avec la DDT du Lot-et-Garonne notamment, et de la Gironde, pour justement capitaliser ces données-là de manière plus ou moins automatique. C'est-à-dire lorsqu'il y a des zones humides qui sont référencées dans le cadre de dossiers réglementaires, qu'elles puissent être capitalisées. Ok. Deuxième question, quelle est la différence entre un SAGE et un SDAGE? Alors, le SDAGE, c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ça se joue à une lettre près. Le SDAGE, c'est aussi un outil de planification, mais à une échelle plus importante. C'est-à-dire que le territoire de la France, en fait, a été divisé en plusieurs SDAGE. Il y en a 5. Le SDAGE Seine-Normandie, le SDAGE Adour-Garonne pour ce qui nous concerne. Et dans le cadre du SDAGE Adour-Garonne, il y a, je n'ai pas le chiffre en tête, mais pas mal de SAGE, voilà, au moins une vingtaine ou une trentaine de SAGE. C'est une déclinaison, en fait. Le SAGE est une déclinaison plus opérationnelle que le SDAGE à l'échelle hydrographique. Comment est-ce que les diagnostics de surface des zones humides sont-ils réalisés? Les diagnostics, alors les inventaires, du coup. Alors, je pense que c'est par rapport à la délimitation de la surface. Oui, voilà. Donc, les inventaires zones humides, alors après, on rentre dans le cas particulier. Là, on est sur la délimitation des zones humides, on rentre dans la réglementation qui est assez complexe. Là, en tout cas, pour ce qui concerne le SAGE, c'est des inventaires portés à connaissance qui ont été réalisés
principalement par les départements. Donc, je parlais du département de la Haute-Garonne, mais également du Tarn-et-Garonne, qui ont également fait un inventaire départemental. C'est fait notamment sur les critères des arrêtés de délimitation des zones humides. La date, c'est 2008, modifié en 2009. Voilà, donc c'est principalement sur les critères végétation et également en complément ponctuellement avec des sondages pédologiques qui permettent de définir si le sol est caractéristique d'une commune ou pas. Et principalement, c'est des inventaires qui sont réalisés à partir des relevés botaniques, relevés habitat. Ok, merci. Alors, c'est une question peut-être un peu technique. Comment s'articule la disposition des SAGE avec les plans de gestion des syndicats de rivière? C'est une très bonne question. C'est l'objectif du SAGE, justement, c'est d'articuler. Nous, on a une échelle supra, donc on a l'échelle de la vallée de la Garonne. À cette échelle-là, on est sur de la planification. Et sur le niveau plus local, on a les collectivités qu'on appelle GEMAPI, gestion de l'eau et des milieux aquatiques et protection inondation. Ces collectivités, eux, ont en charge la mise en place opérationnelle d'actions, de programmes de travaux sur les zones humides. Ce n'est pas le SAGE qui va faire les travaux en direct, c'est bien ces collectivités qui sont maîtres d'ouvrage sur ces restaurations. Et donc, nous, on travaille avec l'ensemble des collectivités du territoire, c'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre, pour justement inciter la mise en place d'actions cohérentes à l'échelle du fleuve de la Garonne. Mais c'est de l'articulation multi-acteurs et multi-échelles. Question sur les mesures compensatoires. Quelles sont les mesures compensatoires dans le cas de dérogation? Et est-ce que compenser compense vraiment? C'est une très bonne question. C'était une très bonne question. Alors déjà, avant d'appliquer la compensation, il y a un principe qui est donné, notamment qui a été conforté par la loi biodiversité de 2015 et par le SNAGE Adour-Garonne et par le SAGE. C'est le principe éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire que quand il y a un projet qui est susceptible d'impacter une zone humide, on applique cette séquence qu'on appelle ERC, donc on évite au maximum. Ensuite, on réduit au maximum l'impact s'il n'est pas évitable. Et après, du coup, on compense l'impact qui a été fait sur la zone humide. Donc, c'est assez technique dans le sens où jusqu'alors, il n'y avait pas vraiment de méthode pour évaluer justement la perte de fonctionnalité des zones humides liées aux aménagements. Heureusement, on a la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides qui a été établie par l'ONEMA, enfin, qui est devenu l'OFB maintenant, qui permet justement d'essayer d'évaluer les impacts réels d'un projet sur la zone humide et de proposer une compensation équivalente, donc en priorité sur une même typologie de zone humide. C'est-à-dire si on détruit une prairie humide, l'idée c'est de créer ou de restaurer une prairie humide ailleurs pour retrouver de manière équivalente les fonctions perdues qui ont été détruites par le projet. Mais voilà, c'est assez complexe et technique. Et c'est assez récent, c'est des outils qui sont assez récents, qui sont de plus en plus utilisés par notamment les bureaux d'études, qui sont en charge de la réalisation des dossiers réglementaires et de proposer les mesures compensatoires qui sont censées, en théorie, compenser les impacts de la zone. Après, l'idée, c'est dans les mesures compensatoires de faire attention de ne pas créer des zones humides artificielles qui au final, ne fonctionneraient pas de manière optimum et ne permettraient pas de retrouver les fonctions qui ont été perdues dans le cadre du projet. Donc, on est plus sur de la restauration de secteurs qui étaient anciennement humides et qu'on sait que la restauration sera bénéfique. D'accord, merci. On va prendre une dernière question et après, il faudra qu'on passe à la présentation suivante. Il y a le mail de Mathieu, en tout cas le mail de zonehumide@sage-garonne.fr que vous pourrez utiliser pour poser les questions qu'on n'aura pas eu le temps de poser à l'oral. J'en suis désolé, mais il va falloir qu'on avance. Donc, la dernière question, c'est pour les ICPE. Alors, il faudra que tu nous définisses ce que c'est. Réalisez-vous de la sensibilisation chez elles? Alors, les ICPE, c'est les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, c'est une nomenclature c'est une autre nomenclature. Il y a la nomenclature loi sur l'eau qui est plus liée donc, à la nomenclature IOTA, installation, ouvrages, travaux et activités. Et pour les ICPE, ça concerne par exemple les élevages à partir d'un certain nombre d'animaux soumis aux ICPE ou des industries qui peuvent avoir des impacts sur l'environnement.
Il y a une codification ICPE avec peut y avoir des dossiers soumis à enregistrement, déclaration, autorisation en fonction des seuils de l'activité concernée. Bon, on n'est pas dans le cadre des ICPE, on sera concerné pour l'application de la règle. Parce que la règle zone humide, elle s'applique à la fois pour les dossiers IOTA, donc tout ce qui est loi sur l'eau, et sur les ICPE. Et donc, on sera amené à, nous, le SAGE, à formuler des avis officiels, notamment pour tout ce qui est dossier d'autorisation pour les ICPE. Dans le sens où les ICPE devront respecter la règle, ils ne pourront pas détruire une zone humide, sauf si elle rentre dans le cadre dérogatoire. Voilà, c'est assez technique, assez complexe. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense, ça semblait complexe. En tout cas, merci pour le niveau de technicité de tes réponses. On sent que tu maîtrises le sujet et il y a encore quelques questions techniques. J'espère que les gens penseront à t'envoyer un petit mail pour te poser ces questions-là. Je pense qu'il y a des gens très, très intéressés, voire connaisseurs dans l'auditoire. Je vais donner maintenant la parole à Geoffrey Grèze, qui travaille sur la RNR Confluence Garonne-Ariège et voilà, qui va nous parler de certaines actions sur ce territoire. Bonjour à tous. Je partage mon écran. Est-ce qu'il n'y a pas de zone noire, Mike? Si, en bas. C'est gênant là ou pas? Oui, elle est à cet endroit-là. Bon, si c'est en bas, c'est pas trop grave. Donc, bonjour à tous, Geoffrey Grèze, je suis chargé d'études sur la réserve Confluence Garonne-Ariège. Je travaille pour l'association Nature d'Occitanie, qui est gestionnaire de la réserve depuis 2015. Et donc, je propose de vous faire un petit retour d'expérience sur un programme de restauration de zones inondables, zones humides, zones inondables, que nous réalisons depuis 2017 sur la réserve et que nous venons de terminer cette année. Alors, une petite présentation de la réserve très rapide parce que mon collègue Mike l'a déjà faite. Donc, une réserve créée en 2015, c'est une réserve qui est périurbaine, donc c'est une des rares réserves à être aux portes de grandes métropoles. Principalement dans la plaine inondable de la Garonne et de l'Ariège. Donc, on a un contexte plutôt humide. On a la rivière, on a pas mal de zones périphériques, on a des bras morts, on a des mares. Et on a aussi des coteaux en rive droite de l'Ariège qui surplombent la plaine d'inondation et qui donnent plutôt un caractère de milieu sec à ce territoire qui est plutôt humide. Donc, une réserve de à peu près 600 hectares qui est plutôt longiligne, comme vous pouvez le voir sur la cartographie. Donc, un périmètre qui est difficile à cerner en étant sur le territoire. Voilà. Donc, je disais un contexte humide et un contexte sec. Donc, vous avez à droite une photo typique de zone humide, un petit peu marée qu'on a au bord de la Garonne ou de l'Ariège. Vous avez en haut le lit de l'Ariège et en bas, ces coteaux secs qui sont plutôt des falaises terreuses qui surplombent l'Ariège et qui historiquement étaient érodés par l'Ariège qui venait se frotter sur ces reliefs. Donc la réserve elle a été classée par rapport à ces espèces et ces habitats qui sont particuliers. Donc évidemment, comme c'est un territoire qui est plutôt humide, on a tout ce qui va être un jeu amphibien. Donc là, le triton marbré notamment, qui est assez remarquable. On a pas mal d'oiseaux rapaces qui nichent sur les boisements alluviaux de bord de rivière. C'est notamment l'aigle botté. On a 3 couples sur la réserve. Plutôt d'une flore liée aux zones humides. Donc là, vous avez en haut à droite le buton manombelle, qui est sur quelques zones humides sur la commune de Portet-sur-Garonne. Quelques orchidées plutôt sur les coteaux secs avec l'orchis odorante. On a aussi des enjeux insectes avec l'azuré du serpolet, qui est un papillon protégé qu'on retrouve sur les pelouses plutôt sèches des coteaux. Et enfin, on a aussi des enjeux sur les mammifères, avec notamment la loutre dans la Garonne et dans l'Ariège.
et les chauves-souris, avec quelques espèces très intéressantes, 17 espèces recensées sur 26 potentiels sur la réserve. Et notamment, la photo, c'est un grand rhinolophe. Nous avons chaque année une colonie de reproduction qui revient sur la réserve pour mettre bas assez petit. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut au niveau biodiversité. Les problématiques qu'on rencontre sur la réserve, vous les voyez en direct là sur la photo. Donc en gros, à droite du trait jaune, vous avez la réserve. À gauche, c'est la ville de Portée. On a une réserve périurbaine qui se confronte à un fort taux d'urbanisation, donc une grosse problématique par rapport aux zones humides. Et de manière générale, on retrouve cette situation, cette enclave un peu partout sur le périmètre. C'est ce qui avait justifié aussi en 2015 la création de la réserve pour freiner l'urbanisation sur le territoire. Alors, nos missions, Mike les a bien déjà balayées. Connaître et comprendre tout ce qui va être suivi, inventaire, programme d'études, programme de recherche sur le territoire, parce que c'est un peu la base de tout pour proposer une gestion, proposer une intervention. On a besoin de connaître ce qu'on a, connaître comment ça fonctionne, avant de commencer à faire des actions de gestion. Et après, on a tout un volet de sensibilisation, de formation auprès du grand public, auprès des partenaires sociaux-pro. Il y a aussi un petit volet police que je ne détaille pas forcément, ce n'est pas la thématique de la soirée. Je vous ai mis en bas le lien d'une vidéo qui résume un peu nos activités sur la réserve. Elle est pas mal, donc si certains d'entre vous veulent aller jeter un œil, c'est intéressant. Donc, je vous disais, depuis 2017, on a lancé un programme de restauration, enfin, un programme plutôt d'études et de restauration de zones inondables sur le territoire. C'est un programme qui a été porté par l'Agence de l'eau Haute-Garonne ainsi que la région Occitanie avec des cofinancements des communes de la réserve pour trouver les zones inondables sur le territoire et essayer de voir si on était en mesure de le restaurer. Alors, je dis bien restaurer parce que l'idée, ce n'était pas du tout de les créer, c'était vraiment d'apporter des aménagements minimes pour essayer de retrouver des fonctionnalités qui ont été perdues suite à l'urbanisation du territoire et suite à des problématiques écologiques qu'a évoquées Hugo. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Donc, cette pleine inondation, elle a été très remaniée, comme on a pu le voir, avec notamment l'artificialisation des sols, avec l'urbanisation très forte, avec le remembrement parcellaire, avec le déploiement de l'agriculture intensive, notamment céréalière, avec l'extraction des granulats dans les lits mineurs et moyens, l'assèchement des zones humides par le drainage, etc. Donc là, une photo sur la réserve, vous avez... Alors le trait bleu supérieur, c'est le lit de la Garonne, et le trait bleu inférieur, c'est le lit de l'Ariège. Donc c'est bien la confluence de la Garonne et de l'Ariège. Donc c'est sur la réserve. Donc vous avez la photo de gauche en 1954, je crois, où on voit qu'en rive gauche de la Garonne, on n'a quasiment pas beaucoup d'urbanisation. Portée, c'est pas très développé. Et en 60 ans, vous voyez le résultat sur la photo de droite. Donc là, on perd du processus naturel, on retrouve l'urbanisation, de la perméabilité, de l'imperméabilité, pardon. Donc ça va très vite et malheureusement c'est assez destructeur. Une photo de l'extraction de granulats très historique qui a eu sa grosse dynamique dans les années 1950-1960, même un peu avant peut-être, où eh bien, les entreprises avaient directement pioché le granulat dans le lit de la rivière. Hein, les gens s'en souviennent encore. Donc, ils y allaient avec des pelles mécaniques, avec parfois des engins sur radeau. Et, ils enlevaient tous les granulats de la rivière pour en faire des routes, pour en faire des maisons. On voit toutes les architectures un petit peu historiques de la plaine toulousaine avec tous ces galets dans les murs de maisons. Bon, mais voilà, ils ne viennent pas de loin, au moins c'était du local. Ils viennent vraiment de la Garonne et de l'Ariège à proximité. Donc, autre problématique qui aujourd'hui nous perturbe pas mal d'écosystèmes sur la réserve. Donc le problème qu'on a, c'est que donc, la Garonne et l'Ariège s'incisent, comme l'a expliqué Hugo. Le fait qu'il n'y ait plus de matelas de sédiments qui ont été enlevés par l'extraction de granulats, le fait d'avoir endigué les cours d'eau, donc ils ont accéléré la puissance de la rivière, le fait aussi qu'il y ait des barrages plus en amont qui retiennent les sédiments, c'est-à-dire que des fois ils lâchent de l'eau, mais les sédiments, eux, restent en amont, et bien en fait la rivière a un gros déficit de galets, de sédiments. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Et bien, du coup, la force devient plus verticale, et donc la rivière s'incise. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez bien sur le schéma.
Donc en haut, là, vous avez toutes les espèces, on va dire, végétales liées au milieu plus ou moins humide, avec donc, les cortèges de faune aussi. Et donc, quand votre rivière s'incise, du coup, les espèces végétales liées aux zones humides dépérissent, tout simplement. Et les zones humides périphériques, les zones inondables notamment, pour parler de zones inondables, ça sèche. Donc, en fait, elles perdent tout à fait leur rôle fonctionnel, d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue humain, vu que c'est quand même des zones qui permettent qu'il n'y ait pas d'inondation dans les villes et villages. Donc, le problème majoritaire qu'on a, nous, sur la réserve, c'est l'incision de la rivière. Et donc, on s'est dit, on va essayer de restaurer un petit peu cette fonctionnalité qui a été perdue en travaillant un peu sur la restauration des continuités latérales entre le lit de la rivière et vraiment l'annexe hydraulique. Donc, on pourra aussi discuter sur les perspectives après, parce qu'il y a pas mal de discussions sur cette méthode de travail. Donc, pour revenir un petit peu, je vais vous dresser un petit état des lieux sur les méthodes qu'on a employées, comment on a travaillé. Donc, il se posait quand même beaucoup de questions. Où sont les zones inondables? Qu'est-ce qu'on entend par zone inondable? Comment on fait pour les trouver? Comment on comprend qu'elles sont fonctionnelles? Parce que du coup, s'il n'y a plus d'eau dedans, on ne sait pas comment ça marche. Quelle est leur dynamique? Et surtout, comment on peut faire pour les restaurer? Donc, c'est des questions c'est beaucoup de questions qu'on s'est posées. Et donc, on va essayer de balayer un peu les méthodes qu'on a utilisées pour y répondre. En gros, on a fait 3 grandes études sur l'ensemble du territoire de la réserve. Une étude hydromorphologique, qui est une étude socle, on détaillera tout à l'heure. Beaucoup de topographie pour comprendre le relief du territoire et un petit peu le déplacement des eaux de surface. Et enfin, une étude hydraulique qui est basée sur la modélisation mathématique avec des données de terrain et des données de topographie, qui permet de savoir comment s'inonde un territoire. Alors, sur l'étude hydromorphologique, c'est un peu l'étude de base pour comprendre la fonctionnalité du territoire de ces deux rivières. C'est une étude qu'on a lancée sur l'ensemble du périmètre de la réserve. L'objectif, c'était donc d'identifier, c'est un peu la carto que nous a montré Hugo tout à l'heure, d'identifier les lits de la Garonne et de l'Ariège au fil du temps, voir la dynamique latérale, on appelle ça les bandes actives, et essayer aussi de matérialiser actuellement les limites du lit mineur, moyen et majeur. Donc pour ça, on a fait une petite carto. Donc vous voyez les traits. Alors le gros trait rouge que vous avez, c'est un périmètre d'étude. C'est absolument pas le lit de la Garonne ou de l'Ariège. Donc souvenez-vous la carto d'Hugo qui montrait vraiment un lit très tressé. Bon, sur la Garonne et l'Ariège, on est sur des choses beaucoup plus chenalisées, on va dire, beaucoup plus rectilignes. Mais on voit quand même que malgré tout, selon les années, on a des petits décalages. Là, c'est quand même la confluence de la Garonne et de l'Ariège. On voit qu'il y a eu pas mal de dynamique latérale. On voit ici un peu plus en aval sur Portet-sur-Garonne, ça a bougé un peu. Et donc, naturellement, c'est là qu'on va aller chercher les zones inondables, parce que, évidemment, si là c'est rectiligne, c'est forcément parce que c'est un diguet. Là, c'est pareil, comme vous pouvez le voir. Donc, on va vraiment aller chercher les zones inondables dans ces compartiments de mobilité. Voilà, c'est vraiment la première étape. Ajouté à ça, comme je vous ai dit, il y a eu un travail sur la délimitation des lits mineurs, moyens et majeurs, et aussi du travail de terrain pour repérer des éléments topographiques qui pourraient contraindre l'eau à se déplacer d'une manière ou d'une autre. Donc là, ce que vous voyez, les petits, si je ne me trompe pas, les petites barrettes rouges, ce sont des routes. On a aussi des talus qui ont été matérialisés. Et on arrive à avoir quelque chose d'assez grossier, parce qu'on ne veut pas pour l'instant avoir quelque chose de précis, à avoir le déplacement de l'eau en cas d'inondation. Donc on voit que là, on va naturellement avoir un écoulement de la gauche vers la droite, du sud vers le nord. Pareil pour ici. Donc cette étude a vraiment permis de trouver les secteurs et de comprendre de manière assez grossière, on va dire, comment l'eau peut se déplacer en surface. Une fois qu'on a réalisé cette étude hydromorphologique, on a ensuite réalisé des études topographiques très précises sur ces zones. Donc là, c'est simple. Là, c'est un ramier, donc c'est une partie terrestre là, de la réserve. Là, vous avez l'Ariège qui passe ici, c'est la confluence. Et là, vous avez la Garonne qui passe comme ça. Et donc, sur cet espace de mobilité, c'était les petits encadrés bleus que j'avais sur la cartographie tout à l'heure, on a réalisé une topographie très précise. Donc, ce sont des géomètres qui sont venus, qui ont passé plus de 2 mois à relever les côtes altimétriques tous les, je crois qu'il y avait des pas de tous les 5 mètres, je crois, et avec des variations de 5 à 10 cm. Donc, ils ont fait
tout le secteur terrestre. Et c'est grâce à ça qu'on a pu repérer au sein de ces espaces de mobilité des événements topographiques particuliers qui permettraient de retenir l'eau en cas de crue. Aujourd'hui, ces zones-là, on les connaissait avant la topo parce qu'on avait une végétation qui était un peu plus humide sur ces secteurs, donc on se doutait qu'il y avait un apport en eau qui était plus important. Par contre, comme ça reste quand même des zones qui sont mobilisées maintenant, pas souvent, c'était quand même bien de faire cette topographie. Donc là, sur le rami de Pinsaguel, on sait qu'on a deux zones inondables, celle-ci, donc c'est peut-être même un ancien bras, et celle-ci ici, un peu plus en aval, qui s'inondent de manière différente toutes les deux, et on y reviendra tout à l'heure. Donc ça, c'est voilà, l'étape phare pour identifier les zones inondables. Ça permet aussi de calculer les volumes. Donc, une fois qu'on avait cette étude hydromorpho, on a repéré les secteurs de mobilité. Ensuite, on a fait la topographie qui nous permet vraiment de savoir dans ces secteurs de mobilité où sont les zones inondables. Ensuite, l'idée, c'est de savoir comment ces zones s'inondent. Et bien, tout ça, c'est relativement simple. C'est de la modélisation hydraulique. Alors, comme son nom l'indique, ça reste de la modélisation. Donc, même s'il y a c'est des mathématiques, même s'il y a des coefficients qui permettent de réduire l'erreur, il y aura toujours des erreurs. Donc, il faut prendre cette inondabilité, cette projection un petit peu quand même avec prudence. Donc, comment ils ont fait? Ils avaient la topographie. Quand on savait que la Garonne était à, on va dire, à 300 mètres cubes seconde, eh bien, ils allaient relever où était l'eau. Il y a aussi des témoins historiques de crues. Et en faisant cette relation entre la topographie et les événements actuels, ils arrivent à modéliser comment se déplacerait l'eau sur chaque zone inondable. Voilà, tout simplement. Donc, désolé, c'est un petit peu dégradé la qualité. Je reviens à 2 ans. Donc là, vous avez notre zone inondable. On en avait une ici et on avait un bras un peu plus perché qui était comme ça. Donc on voit que là, pour des crues de période de retour, probabilité de tous les 2 ans, des biennales qu'on appelle, on voit que cette zone-là, elle est mobilisée. Donc on sait qu'on n'a peut-être pas besoin d'intervenir pour améliorer l'inondabilité de cette zone inondable vu qu'elle est assez fréquemment mobilisée. Donc là, on va voir toute la dynamique de l'eau de surface pour des crues de plus forte ampleur. Donc là, on voit tous les 10 ans. Donc on voit que ça commence à rentrer un peu plus par là. 20 ans et 50 ans. Donc on voit que cette zone-là, cette zone inondable, est mobilisée à partir d'une crue biennale. Donc là, c'est plutôt d'une crue de période de retour de 50 ans. Voilà. Donc, ça s'explique tout simplement parce que la topographie est beaucoup plus marquée, que ce bras-là est beaucoup plus haut en topographie, en altitude, si vous voulez, plutôt que celui-là. Voilà. Donc c'est simple, on a balayé vraiment les 3 méthodes. L'hydromorpho, la topo et la modélisation hydraulique. Donc ce que je n'ai pas précisé, c'est que là, c'est l'état actuel des crues, à savoir que comme on connaît la topographie de manière assez précise, on peut aussi faire de la modélisation post-restauration. C'est-à-dire que si dans un modèle, on lui dit, bon, ben, j'abaisse la berge de 2 mètres, de manière verticale et sur 5 mètres de long, et bien, la modélisation hydraulique va changer. Et on va voir que l'eau va se disperser autrement en surface. Et donc, c'est ça qu'on a réalisé tout simplement. On s'est dit, par exemple, pour cette zone inondable-là, on aimerait la collecter tous les ans. Donc, on a projeté des scénarios de restauration ici, un peu sur l'amont. Et donc, on a vu de suite le bénéfice en cartographie. Voilà. Donc, après, c'est à prendre avec sûreté, comme je disais tout à l'heure. C'est ce qui nous a permis d'être prudents avant d'engager des travaux. Voilà, je passe les cartes. Donc, les scénarios qu'on a réalisés pour les travaux. Les travaux qu'on a réalisés sur la réserve, on les a réalisés l'hiver dernier et cet hiver. Alors, ce n'était pas des gros travaux parce que, comme je vous disais, le but, ce n'était pas de créer des zones inondables, c'était juste de restaurer les zones inondables. Restaurer pourquoi? Parce que la rivière s'incise, mais surtout parce qu'il y a eu de la création de merlons, parce qu'il y a eu des aménagements particuliers à l'époque qui ont fait qui permettent plus aujourd'hui à la Garonne et à l'Ariège d'inonder le territoire facilement. Donc, c'était juste de l'abaissement de berges, de l'effacement de merlons et du retrait de bouchons sédimentaires. Là, je vous parle de travaux, mais je n'ai absolument pas parlé des dossiers réglementaires. C'est quand même quelque chose, Mathieu en a parlé tout à l'heure, qui est assez lourd, et heureusement, c'est ce qui protège les zones humides, parce que sinon, chacun irait de sa petite mécanique pour faire un peu de travaux à droite à gauche. Il faut savoir qu'on a quand même des demandes d'autorisation auprès de l'État, la DDT, la DREAL,
la DDT par rapport à la loi sur l'eau, la DREAL par rapport à de la potentielle destruction d'espèces protégées. Évidemment, on s'en est assuré parce que c'est notre métier. Des dossiers réglementaires par rapport à Natura 2000 aussi, par rapport aussi au fait que c'est une réserve naturelle, donc on ne peut pas faire des travaux comme ça normalement. Donc voilà, donc c'est quand même une lourdeur administrative et réglementaire qui protège bien quand même les zones humides aujourd'hui. Et évidemment, avant d'engager tous les travaux, on a réalisé beaucoup d'études d'impact par rapport à l'environnement, mais aussi par rapport aux enjeux humains, parce qu'on pourrait, je pense, en parler assez longtemps. Réaliser des travaux pour restaurer l'inondation du territoire, c'est quand même quelque chose qui malheureusement ne se fait pas facilement parce qu'il y a eu beaucoup d'événements tragiques par rapport à l'inondation. Donc quand vous expliquez aux riverains que vous allez amener l'eau plus proche de chez lui, ça ne se passe pas toujours de manière très positive. Donc voilà, c'est beaucoup de communication avec les acteurs locaux, les rassurer, leur montrer, et voilà, et prendre de la responsabilité, évidemment. Quelques travaux, à savoir que les travaux, toutes les restaurations de zones inondables qu'on a réalisées sur la réserve, elles avaient vraiment deux vocations à la base. Une vocation pour restaurer la fonctionnalité des zones humides, retrouver des cortèges d'amphibiens, de libellules, de donates, des cortèges floristiques aussi qui avaient disparu et on sait qu'ils étaient présents. Et normalement aussi retenir l'eau de crue sur ces zones-là, sur ces zones naturelles, pour pas qu'elles soient dans les villes et villages. Bon, malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, mais sur la réserve, on n'a pas vraiment de grandes zones inondables. Donc on a fait vraiment des tout petits travaux qui, à mon avis, répondent plus à l'enjeu écologique qu'à l'enjeu sanitaire. Voilà. Mais bon, nous on est contents. Donc là, c'est un site sur Clermont-le-Fort avec l'intervention d'une nouvelle mécanique. Alors là, évidemment, c'est pareil, on a fait un grand cahier des charges pour expliquer comment on devait faire les travaux. Le bureau d'études en modélisation hydraulique a expliqué qu'il fallait abaisser la berge de tant de centimètres à tel endroit, l'abaisser, retirer ce bouchon sédimentaire à tel endroit stratégique pour refaire rentrer l'eau facilement. Alors là, ces zones inondables, elles se remplissent vraiment que par les crues. L'idée, ce n'était pas de remettre ces zones dans le bras actif de la rivière. C'était juste les re-remplir par les crues et qu'elles rejouent leur rôle fonctionnel. Une autre c'est un peu plus loin sur Clermont-le-Fort aussi, donc avec l'entrée de l'eau par l'amont et l'aval. Alors en général, sur des rivières qui ont des dynamiques sédimentaires assez naturelles, on va dire, on ne projette pas de faire entrer l'eau par l'amont parce que simplement ça stocke dans l'annexe et du coup, au fil du temps, l'annexe se rebouche. Par contre, l'entrée par l'aval est un peu plus sécurisée par rapport à cette thématique. Donc là, c'est sur la Croix-Falgard. Donc vous voyez à gauche avant inondation et à droite après inondation. Sur la partie gauche, en fait, le merlon que vous pouvez apercevoir avant qu'on fasse l'incision, c'est un merlon qui a été fait par l'agriculture pour éviter que l'Ariège se dissipe sur les champs. Donc nous, on a refait une incision et l'eau, en fait, rebascule dans une annexe hydraulique. Elle ne dépasse pas cette annexe hydraulique. Donc ça permet vraiment de retrouver des enjeux humides intéressants. Je termine avec un petit graphique qui résume un peu la situation. Vous avez, là, c'est par rapport à une annexe hydraulique sur Clermont-le-Fort. Vous avez là de manière verticale tous les débits moyens depuis 1960 par mois. Alors, j'aurais pu travailler avec les hauteurs d'eau, mais c'était un peu compliqué, donc j'ai travaillé avec les débits, donc c'est un peu moins réaliste, mais ça explique quand même. Donc là, vous avez la moyenne des débits sur une année depuis 1960 et quelques. Historiquement, l'annexe hydraulique de Clermont-le-Fort, avec nos suivis, elle ne se connectait qu'à partir des débits de 170 mètres cubes secondes par rapport à une station de référence. Et le fait d'avoir restauré cette annexe, en fait, le débit de connexion maintenant est à 95 mètres cubes secondes. Donc ça veut dire que l'annexe est mobilisée plus régulièrement dans l'année. On ne l'a pas agrandi, mais on a plutôt ajusté la récurrence d'inondation de l'annexe. Voilà. Donc l'objectif, c'était exactement ça, de réduire cet écart qu'il pouvait y avoir avec les débits et les hauteurs moyennes sur l'année. Je terminerai par cette diapo, juste pour ouvrir un petit peu la discussion sur ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on connaît un phénomène de réchauffement climatique qui est certain. Donc, on a des phénomènes de crues qui sont de plus en plus, on va dire, de grande ampleur, disons. On a une urbanisation qui est galopante. Donc, en fait, les actions de restauration qu'on a réalisées, ce n'est pas ça qui va changer le problème. On en est bien conscient. C'est plutôt une réponse par rapport aux perturbations, mais on s'arrêtera là. C'est-à-dire que plus la rivière va s'inciser,
Et on ne va pas continuer à baisser la berge indéfiniment. Ce n'est pas possible. Là, c'était juste pour améliorer la fréquence d'inondation, mais on n'ira pas plus loin. Parce que alors Hugo saura peut-être probablement plus parler de ça que moi. On est obligé d'avoir une logique on va dire une logique amont-aval et très partenariale avec tous les gestionnaires de zones humides, parce que c'est pas en faisant quelques travaux de restauration de zones inondables à un endroit précis comme la réserve qui va changer l'inondation sur Toulouse. Ça, c'est clair et net. Il faudrait vraiment qu'on travaille sur tout le long du profil du cours d'eau pour essayer de restaurer les zones inondables à droite, à gauche. Et je pense que c'est vraiment la masse qui va permettre de réguler un peu l'impact des inondations sur les enjeux humains. Voilà, donc c'est plutôt un travail, une réflexion qu'on doit avoir d'amont en aval. Il y a des projets qui sont en train de se monter, je pense notamment à Dordogne, qui permet de réunir des acteurs et vraiment le SAGE aussi en fait partie, pour réunir les acteurs autour de cette problématique-là et essayer de faire un effort collectif. Voilà. J'en ai fini pour cette présentation. Merci à vous. Super, merci Geoffrey pour ta présentation et le sujet ouvert sur la fin. Alors, il y a plusieurs questions que je reprenne. Alors, est-ce que les nombreuses gravières pleines d'eau que l'on voit le long de la route menant de Toulouse aux Pyrénées sont des zones humides intéressantes et répertoriées par le stage? Font-elles partie de la réserve naturelle Confluence Garonne-Ariège? Alors, c'est tout un débat. Aujourd'hui, ces gravières, si elles sont là, c'est bien souvent parce que quand il y a eu l'extraction de granulats, les entreprises sont allées creuser dans le lit mineur de la rivière, mais aussi dans le lit moyen. Donc, en fait, ils ont creusé, ils ont extrait les granulats, et après, avec les remontées de nappe plus les eaux de surface, on se retrouve avec des lacs, alors je ne vais pas dire très minéraux parce que ce n'est pas le terme, mais on se retrouve avec des lacs, donc des gravières, qui n'ont absolument pas de végétation, qui n'ont pas de vie. Donc, il ne se passe pas grand-chose dans ces gravières. Malgré tout, avec le temps, on a une recolonisation des milieux par les espèces qui s'opèrent. Alors, ce n'étaient pas les espèces d'antan, avant les créations de gravières et avant la destruction du milieu, mais on a des espèces, des nouveaux cortèges qui apparaissent, et ça peut paraître intéressant par moment. Donc, je suis vraiment très prudent en disant par moment. Notre cas typique, c'est sur la commune de Portet-sur-Garonne, avec le parc du Confluent, le lieu-dit. On a beaucoup de gravières et on en a la plupart qui ne présentent pas d'enjeu écologique particulier. Alors, quand je dis pas d'enjeu écologique particulier, je veux dire qu'en termes de cortège de biodiversité, du moins, on n'a pas de cortège d'odonates, on a très peu d'amphibiens, on n'a pas de reproduction d'oiseaux, on n'a pas de végétation aquatique. Par contre, on a certaines qui sont beaucoup plus intéressantes, qui présentent même des enjeux très rares à l'échelle de la région. Je parlais du buton à Nombel, c'est une des rares stations dans tout le sud-ouest de la France. Donc, ces gravières-là, dans certaines situations, peuvent se montrer intéressantes, mais ça prend beaucoup de temps. Et voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais en tout cas, certaines sont intéressantes, d'autres sont moins. Et on pense même, il y a même des actions, des réflexions pour combler ces gravières et retrouver des zones humides un peu plus fonctionnelles, avec moins de profondeur d'eau et un peu plus de végétation. Parce que souvent, c'est vraiment des gros trous d'eau très profonds, où même la physico-chimie n'est pas vraiment ce qu'elle devrait être. Et donc, Mathieu, sur le fait qu'elle soit répertoriée dans le SAGE? Alors, juste pour compléter ce qui a été dit par Geoffrey, ce qui est important à savoir sur les gravières, c'est que la réglementation a beaucoup évolué ces dernières années. Effectivement, il y a des impacts d'exploitation. Avant, à l'époque, on exploitait les graviers directement dans le lit mineur de la Garonne. Maintenant, fort heureusement, c'est interdit. Alors, j'ai plus la date en tête, mais ça fait déjà plus de 20 ans que c'est interdit. Et maintenant, il y a des restrictions obligatoires. Les exploitants doivent indiquer dans leur charge d'exploitation qu'est-ce qu'ils feront des gravières à la fin de l'exploitation. Il y a de plus en plus de projets de restauration écologique des gravières qui permettent, même si c'est des milieux artificiels, effectivement, de retrouver un peu de fonction écologique, que ce soit pour la vie faune ou même la végétation au global, avec l'aménagement de pentes douces, etc. Une des problématiques qu'il y a sur les gravières et qui est actuellement en débat, c'est l'utilisation de ces gravières pour faire l'énergie renouvelable avec la mise en place de panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est une problématique qui fait débat au sein des gestionnaires et experts au niveau du bassin, de Garonne. Parce qu'effectivement, faire des énergies renouvelables, c'est bien, mais quel est l'impact de mettre des parcs flottants photovoltaïques sur un plan d'eau? C'est des choses qui demandent à être étudiées et au cas par cas.
Après, pour les inventaires zones humides, en théorie, les gravières n'ont pas été recensées en tant que zone humide dès lors où il n'y avait pas de végétation typique de zone humide qui ont été référencées sur la gravière ou aux alentours. Donc ça, c'est aussi variable en fonction des secteurs, parce que le SAGE est très grand sur plusieurs départements. Et donc les méthodologies utilisées pour les différents inventaires ont été plus ou moins variables selon les secteurs. Donc, de manière générale, elles ne sont pas recensées en tant que zone humide, mais il y a quand même des petites zones humides qui ont été référencées aux alentours sur les berges de certaines gravières. Voilà. Un peu en lien, alors je saute une question, j'y reviendrai juste après. On a une question qui dit: le climat devient de plus en plus sec l'été avec des périodes de sécheresse importantes. Est-il prévu le long de la réserve naturelle et en particulier en amont de Toulouse de stocker les eaux de pluie lors des périodes pluvieuses afin de disposer de réserves suffisantes pour les étés pour couvrir les différents besoins, alimentation en eau potable des villes, besoins de l'agriculture, refroidissement centrale nucléaire de Golfech? Qui veut répondre? Peut-être par rapport à la réserve, déjà, par rapport à notre champ d'action, nous, on n'a pas pour objectif de créer un territoire. Le territoire, il est ce qu'il est, on essaye de le protéger. Et vous voyez, même quand on restaure des zones inondables, on se pose la question de savoir, mais comment, enfin, on ne va pas faire ça vitam aeternam. Donc, commencer à créer des zones de rétention d'eau, on n'est plus dans la protection d'un milieu, on est dans la création de milieux pour asservir des enjeux humains. Pour l'instant, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Peut-être que la question se posera de toute façon, à un moment donné. Je pense plutôt qu'il faudra réfléchir à réduire la consommation plutôt que commencer à faire des réservoirs d'eau à droite, à gauche. En tout cas, la dimension réchauffement climatique, on la prend bien en compte dans la gestion de la réserve. On a répondu à un appel à projet justement pour avoir du temps pour travailler là-dessus, notamment parce que les milieux vont changer, des espèces vont arriver, les pratiques socio-économiques vont changer. Il va y avoir de plus en plus de fréquentation sur la réserve avec les chaleurs. On va avoir des végétations humides qui vont disparaître. On va avoir un déplacement d'espèces. Voilà, donc c'est des dimensions qu'on va prendre en compte bientôt. Mais on n'avait pas encore à se dire on va commencer à faire des réservoirs d'eau. C'est pas notre objectif. Merci. On a une question qui dit: à voir tes diapos, on a l'impression que la moitié de la commune de Portée est inondable. Est-ce le cas? Ça peut permettre de faire un point sur la modélisation et de ce qui est vrai et ce qui est juste de la modélisation, peut-être. Ouais, alors ça dépend pour quel type de crue, tout simplement. La rive droite est très très soumise aux crues. Donc, pour vous dire, à peu près tous les 2 ans, chaque année, sur la réserve, le parc du Confluent est fermé parce que la moitié du territoire est sous l'eau. Donc, c'est pas étonnant. On le voit vraiment chaque année, tous les 2 ans, disons. Ça devait être pareil, ça devait être probablement la même chose pour la rive gauche. C'est juste qu'il y a eu beaucoup d'endiguements, il y a eu du surélèvement de berges. Donc, aujourd'hui, ça l'est plus, mais ça devait l'être historiquement, c'est sûr. Par rapport à la modélisation, quand je parlais de prudence, il faut vraiment l'être parce que ça reste des mathématiques, même s'il y a beaucoup de coefficients de sécurité, de végétation, d'embac qui sont pris en compte. On ne parle pas de 10 cm, on n'est pas à 10 cm près. Okay. Juste, Mickaël. Oui, vas-y. Pour revenir sur l'histoire de la création des réserves d'eau, hein, c'est un débat qui a eu lieu lors de l'élaboration du SAGE. Le SAGE dit qu'il y a un triptyque. En premier lieu, économiser bien sûr la consommation d'eau. En deuxième lieu, optimiser les ressources existantes. Et en dernier lieu, s'il y a besoin, effectivement, étudier la possibilité de créer des réserves, notamment en lien avec le réchauffement climatique. Et je voulais juste citer le projet de territoire Garonne-Amont, de PTGA, porté par le Conseil départemental 31, qui justement vise à assurer la ressource en eau pour une gestion durable et pour tous. C'est un projet qui est en cours. Okay. Merci. Est-ce que tous les projets en amont de la RNR sur la Garonne ou l'Ariège prennent en compte l'impact sur les zones humides en aval, un peu comme pour les notices d'incidence Natura 2000 sur les espèces faune-flore, ou bien on se contente d'une zone d'étude réduite à quelques mètres du projet? Peut-être qu'avec le système de modélisation à plus grande échelle, on pourrait avoir une réelle idée des impacts des projets en amont de la RNR. Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi, mais en tout cas, l'objectif de restaurer les zones inondables, chez nous, le programme qu'on a mené, c'était vraiment pour l'aval. C'était vraiment un objectif pour l'aval de Toulouse. Pour qu'on soit clair, l'objectif de la réserve, c'est aussi de fédérer les acteurs autour d'un projet, d'un territoire, plutôt que chacun sur sa commune.
Par rapport aux études d'impact, donc ça c'est un petit peu notre cœur de métier, donc tout ce qui a été lié à l'hydraulique, donc ça a été fait dans un rayon que je ne pourrais pas citer parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, et par rapport aux espèces et par rapport aux connaissances qu'on a sur la réserve. Donc l'impact sur, je veux dire n'importe quoi, mais l'impact par exemple sur la loutre, parce qu'on s'est posé la question, on va faire intervenir les pelles mécaniques, est-ce qu'on ne va pas taper dans un terrier de loutre, on appelle catiche. Donc ça, c'est des choses qui ont été vérifiées avant, et voilà. Donc, avez-vous pu concrètement peser l'impact des travaux entrepris lors des dernières inondations de début 2021? L'impact est-il important en aval? Alors, comme je vous ai dit, les zones inondables qu'on a restaurées, ce n'étaient pas des grandes zones inondables. Par contre, on en a repéré de plus grandes, notamment sur la commune de Clermont-le-Fort, exclusivement sur Clermont-le-Fort, un petit peu sur Portée aussi, avec des zones inondables qui permettraient d'abaisser la ligne d'eau de 4 à 8 cm. Donc là, ça commence à être important pour l'aval. Et la dernière question qui est en lien avec la biodiversité, qu'en est-il des zones humides de la présence de la hausse des moustiques, tigres notamment dans la région? Tu veux répondre, Mike? J'ai le droit. Tu auras l'habitude, je pense. Alors, si moi je peux apporter un élément de réponse, en fait, aujourd'hui, quand on recrée des milieux de type zone humide, on crée plutôt des zones anti-moustiques que des zones à moustiques. On crée des zones où il y a des prédateurs de moustiques qui vont s'installer, donc des amphibiens, des larves d'insectes, etc. Et en l'occurrence, le moustique tigre, il a horreur de ces zones humides naturelles qui sont bourrées de prédateurs et il va plutôt pondre dans des zones qui ne sont pas naturelles, de petite capacité, donc très proches des habitations notamment. Donc là, en recréant des zones humides naturelles, on va créer des zones où des prédateurs de moustiques comme les chauves-souris, comme les libellules, comme les amphibiens vont être attirés. Et par opportunisme, le territoire d'une chauve-souris qui est bien plus grand que le dessus d'une mare, la chauve-souris va aussi aller chasser des moustiques qui sont dans un périmètre plus ou moins grand autour de cette mare. Donc par exemple, le voisinage avec les habitations. Ou le crapaud qui va venir se reproduire dans la mare va pouvoir aller manger quelques insectes qui sont présents dans les jardins à côté. Donc la problématique moustique, on ne va pas dire qu'il n'y a jamais de moustiques dans une nouvelle zone humide, voire dans une zone humide anciennement installée. Heureusement qu'on en a, parce qu'il y a beaucoup d'êtres vivants qui dépendent de ces insectes-là. On oublie souvent qu'ils filtrent aussi l'eau. C'est un gros filtreur qui nous permet d'épurer, on va dire, naturellement les eaux. Donc c'est vrai que la problématique moustique, c'est une problématique qui fait peur, mais plutôt aux gens qui vivent en ville qu'aux gens qui vivent à la campagne. Et aujourd'hui, une zone humide, c'est plutôt favorable à une lutte écologique contre les moustiques. Si vous voulez rajouter des choses. Après, je trouve que, donc oui, pour les moustiques tigres, on en parle de plus en plus, mais des moustiques, on en a toujours eu. Là, il y a des nouvelles espèces, mais bon, il faut vivre avec. Enfin, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est des phénomènes de buzz un peu qu'on entend, beaucoup de moustiques. Bon, oui, il y a des moustiques. Un chiffre qu'on n'a pas donné, alors j'aurais peur de donner le mauvais chiffre, mais je pense qu'en 50 ans, on a perdu, je crois, quasiment 50% des zones humides, en France. Et justement, ces problématiques de moustiques ou d'insalubrité des zones humides ont couru à leur perte. Et aujourd'hui, on a perdu tout leur système écosystémique, donc tout leur service écosystémique, dont la régulation de certaines espèces qui causaient des nuisances. Donc on s'est un peu tiré une balle dans le pied en voulant détruire des zones qu'on pensait insalubres. Donc ça doit nous servir aujourd'hui de leçon d'une certaine façon. Et plus un écosystème est diversifié, plus les services rendus vont être importants. Alors ça paraît un peu anthropocentré d'avoir ce discours-là, mais les services écosystémiques sont rendus à nous, mais aussi bien évidemment à tout ce qui nous entoure, hein, aux prédateurs, aux proies, au milieu naturel en lui-même. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Du coup, je vous propose qu'on en finisse là pour ce soir. Alors, on a eu un pic de 76 participants, donc c'est une très bonne soirée. Je tiens encore à remercier Mathieu, Hugo et Geoffrey d'être intervenus pour cette soirée autour de la Journée mondiale des zones humides. Merci pour la qualité de vos présentations et la qualité des réponses aux questions. Donc cette conférence a été enregistrée, elle sera rediffusée sur la page YouTube de Nature en Occitanie.
Merci à tous les participants pour leur curiosité, pour leurs questions parfois poussées et pour leur compréhension par rapport au petit rectangle noir sur la présentation de Geoffrey, voilà, qu'on n'a pas réussi à enlever en début de visioconférence, mais ça n'a pas eu énormément d'impact. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous pour les prochains rendez-vous sur le site de la RNR. Voilà, n'hésitez pas à aller visiter notre site, le site de Nature en Occitanie également, le site du SMEAG et le site du Géode, où vous retrouverez notamment une action qui s'appelle l'Atlas des observatoires des paysages, qui est aussi un outil animé qu'on utilise sur la réserve naturelle pour retracer l'histoire des paysages. Voilà. Merci à vous, Mike. Excellente soirée et à très bientôt. Merci, Mathieu. Bonne soirée. Au revoir. Merci à vous.